Conférence sur les armements chimiques à Paris. Dès la première séance, l'Iran accuse l'Irak qui répond. Akihito remplace son père Hirohito sur le trône impérial japonais. L'empereur Hirohito est mort à l'âge de 87 ans après 63 ans d'un règne controversé. Le plus connu de tous les théâtres français, le Châtelet, commence une nouvelle carrière. L'occasion pour nous de refaire l'histoire de ce haut lieu de l'opérette avec bien sûr son prince charmant, Luis Mariano, un dossier à la fin de ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir. Heureusement, de temps en temps, les hommes se rendent compte qu'ils sont allés trop loin dans le développement de leur génie maléfique. Ainsi, peut-on comprendre le sens de la réunion qui rassemble 145 pays ce week-end à Paris pour tenter d'interdire l'utilisation des armements chimiques qui font peu à peu leur réapparition alors qu'ils sont déjà interdits, et cela depuis le traité de Genève en 1925. Le problème supplémentaire posé par ces armes, c'est qu'elles ne sont pas le seul apanage des grandes puissances. Les pays les plus pauvres peuvent les fabriquer ou les acheter à bon prix. La preuve, qui est également le point de départ de la réunion d'aujourd'hui, c'est l'utilisation récente de ces armements chimiques dans le conflit entre l'Iran et l'Irak. Les représentants des deux pays se sont d'ailleurs vivement accrochés dès la première séance cet après-midi. Georges Bortoli, Philippe Peter. Dans une conférence qui avait commencé sur le ton de la sérénité, le discours du ministre des Affaires étrangères iranien a apporté une note plus passionnée. M. Velayati a déclaré que l'Irak a utilisé pendant 8 ans contre son pays des armes chimiques qui ont touché 50 000 Iraniens, dont 5 000 sont morts. D'après lui, des armes chimiques relativement primitives, utilisées encore en 1984, l'Irak est arrivé en 1987 à des missiles répandant des gaz beaucoup plus meurtriers. Lui répondant depuis son banc, un délégué de l'Irak lui a retourné son attaque. Pour lui, des Irakiens ont également été soumis à des attaques chimiques de la part des Iraniens. Vous êtes les derniers, a-t-il dit, à pouvoir parler des droits de l'homme. Vous avez commis des crimes contre l'humanité. Cet horrible conflit Irak-Iran, cet emploi de l'arme chimique, M. Mitterrand y avait fait allusion ce matin, mais c'était pour en tirer une conclusion pour l'avenir. Il ne s'agit pas d'oublier, mais d'inscrire dans le droit l'engagement qui n'en sera plus jamais ainsi. Votre présence ici montre que la conscience du danger est très largement partagée et profondément vécue. On sait qu'en raison de la nature même de l'arme chimique, la sécurité de tous et de chacun exige son élimination complète et vérifiée. Cette conférence se tient dans des circonstances à la fois bonnes et mauvaises. Mauvaise parce que la guerre du Golfe a illustré tragiquement la montée du péril de la guerre chimique, et bonne parce qu'il y a tout de même dans le monde actuellement une tendance générale au désarmement sous toutes ses formes. Les deux grands ne sont-ils pas en train en ce moment même de détruire une petite partie de leurs armements nucléaires? Alors, si on détruit les armes nucléaires, il n'est pas absurde de penser qu'on pourra un jour détruire aussi les armes chimiques. Dans l'enceinte officielle des diplomates, vous les avez vus, dans la rue à Paris aujourd'hui, des représentants des victimes du Kurdistan, dont une partie de la population a été bombardée au gaz chimique par l'aviation irakienne dans le courant de l'année dernière. Bilan, plusieurs dizaines de morts et des blessés qui porteront toute leur vie les traces de ces gaz chimiques. Interdites en 1925 par un traité international, ces armes chimiques firent peu à peu, je vous le disais tout à l'heure, leur réapparition après la Deuxième Guerre mondiale. Vietnam, Afghanistan et tout près de nous donc le conflit entre l'Iran et l'Irak. C'est donc pour éviter une nouvelle banalisation de ce type d'armement que cette réunion internationale de Paris a été décidée. Mais rappelons-nous, si l'on remonte dans l'histoire, c'est en 1915, en Belgique, dans les tranchées de la région d'Ypres, que pour la première fois, les Allemands utilisèrent des gaz contre les troupes alliées. Patrice Pellet. Nous avons reçu énormément d'obus qui nous paraissaient prééclatés. En réalité, c'était des obus à gaz, et ce gaz, c'était en réalité un liquide, l'hypérite, qui se vaporisait lentement et surtout pénétrait à l'intérieur des abris. Cet ancien combattant parle de la terrible réalité de la guerre chimique. Des milliers d'autres comme lui auraient pu dire la même chose s'ils en étaient revenus.
Entre 1914 et 1918, 1 million de soldats seront gazés, 100 000 mourront sur le champ de bataille ou plus tard à l'hôpital. Ensuite, les guerres vont se succéder et l'arme chimique continuera d'être employée. 1939-1945, les SS gazent des centaines de milliers d'hommes et de femmes, le gaz de combat au service d'une idéologie. Vietnam, les bombardiers américains survolent la forêt. Afghanistan, les hélicoptères tirent sur les moudjahidines réfugiés dans les villages. Iran-Irak, le massacre des Kurdes précipitera la fin d'une guerre qui aura duré 4 ans. Pourtant, en juin 1925, le protocole de Genève visait à prohiber à tout jamais l'emploi d'armes chimiques sur les champs de bataille et de plus étendait cette interdiction aux moyens de guerre bactériologiques. Un protocole jamais appliqué, au contraire, depuis cette date, rien n'a empêché la mise au point, la production et le stockage d'armes chimiques sur la planète. Un exemple, cet obus, 2 produits presque inoffensifs au départ se mélangent pendant la trajectoire du projectile. Le produit mortel se répand au moment de l'impact. Contrairement au nucléaire, il reste cependant possible de se défendre contre l'arme chimique. La détection d'un gaz peut se faire sur place grâce à ces boîtiers portatifs ou à distance avec les détecteurs automatiques d'armes chimiques. Les civils, comme les militaires, peuvent se protéger. Masques, vêtements isolants. Le moindre geste devient alors pénible. Cet équipement doit être porté s'il le faut pendant des heures, voire des jours. Le prix de la survie. Aujourd'hui, c'est en millions de tonnes qu'il faut compter les stocks d'armes chimiques dans le monde. En rapport direct avec la réunion de Paris aujourd'hui, à Tripoli en Libye, le colonel Kadhafi menacé de représailles par les États-Unis qui n'acceptent pas la présence d'une usine d'armement chimique sur son territoire. Eh bien, le colonel Kadhafi a rencontré les journalistes actuellement présents en Libye, sur son invitation d'ailleurs, une rencontre à la manière Kadhafi, c'est-à-dire surprenante. Le colonel s'en prenant très durement aux États-Unis, devant lesquels il n'a pas l'intention de plier, même s'il réclame une négociation directe avec Washington. Gilles Rabin, Franck Brisset. Kadhafi, le révolutionnaire, débarquant sans prévenir dans l'hôtel où sont retenus malgré eux les journalistes occidentaux, cela donne une bousculade quasi impérialiste. Commentaire irréel du colonel: je suis juste venu boire un café, je ne savais pas que vous étiez là. Kadhafi tente de s'installer successivement dans 2 des 3 salons de l'hôtel, puis renonce et improvise une conférence de presse au coin d'un couloir. Le colonel parle arabe, posez vos questions en arabe. En réalité, le colonel ne répondra à aucune question, il s'en tiendra à une déclaration réaffirmant que les Américains seraient tôt ou tard punis, que les Libyens avaient, je cite, la patience des poissons et qu'ils sauraient attendre leur heure pour répliquer comme il se doit à l'arrogance américaine. Fin de citation. Pourrons-nous visiter l'usine chimique de Rabta? Kadhafi ne répond pas. Quand pourrons-nous aller sur place? Dès que possible, consent à dire le colonel. La dizaine de gardes du corps en treillis vert est dépassée par l'événement. Bref échange musclé avec quelques militants de comité populaire accourus pour acclamer la sortie du grand leader de la grande Jamaïria libyenne. Kadhafi parvient enfin à sa voiture, il conduit lui-même, seul aux commandes. À l'âge de 87 ans, l'empereur du Japon, Hirohito, vient de décéder des suites d'un cancer. Son règne aura duré 63 ans, son agonie 111 jours exactement. Dieu vivant à son couronnement en 1926, chef d'une puissance militaire qui voulut étendre sa domination sur l'Asie tout entière et le Pacifique, eh bien, il termina sa vie en souverain retraité de la 2e puissance économique du monde. Dès ce matin, son fils, le nouvel empereur, Akihito, a pris sa succession à l'âge de 54 ans. Jean-Marc Idlouz. 23h03 hier soir à Tokyo, Shoichi Fujimori, grand chambellan de la maison impériale, annonce que Sa Majesté Hirohito, empereur du Japon, 124e du nom, vient de s'éteindre paisiblement, au terme pourtant de 111 jours d'acharnement thérapeutique et d'un cancer de l'intestin.
Dès 22h40, radio et télévision japonaises, postées depuis le 19 septembre devant le palais de l'empereur agonisant, avaient interrompu leur programme pour annoncer que le médecin de l'empereur et que le prince héritier Akihito venaient d'être appelés précipitamment au palais. Ce n'est qu'une fois le décès impérial officiellement confirmé que commencera un long ballet de limousines au gré de l'hommage rendu chacun à son tour par les autres membres de la famille impériale. Mais déjà, au cours d'une brève cérémonie de 4 minutes, les objets sacrés attachés au trône du chrysanthème sont remis dans un silence total au nouvel empereur, le prince héritier Akihito. Une épée, des bijoux et les sceaux impériaux et nationaux qui confèrent à l'héritier les pouvoirs symboliques mais sacrés que l'histoire et la religion prêtent à l'empereur, incarnation plus que 2 fois millénaire de l'identité et des vertus du Japon éternel. Encore aujourd'hui, la personne de l'empereur se confond avec la mémoire du Japon, même si depuis la défaite du fascisme japonais, il a renoncé à son essence divine, à toute forme d'influence politique. Son décès est perçu comme un deuil familial. À Tokyo, hommage posthume et registre de condoléances dans un froid glacial, 120 millions de Japonais qui, le temps d'un rite, sacrifient un instant au passé leur soif effrénée de futur. Hirohito, vous l'aurez compris, en définitive, un personnage ambigu, allié de l'Allemagne nazie, solidaire de la sauvagerie de ses troupes sur le continent asiatique. En 1945, il ne dut qu'à l'intervention du général américain MacArthur de ne pas être traité en criminel de guerre comme les autres. Ce Dieu vivant accepta alors de redescendre en quelque sorte sur terre pour continuer un règne discret, sans pouvoir réel, mais garant du maintien de l'unité japonaise. Thierry Calmette. Un couple de retraités dans leur jardin, les dernières images de l'empereur Hirohito avant sa maladie. 1901, l'enfance d'un chef. Pour ses sujets, il est Tenno, le seigneur du ciel, pour l'Occident, le Mikado, héritier d'une dynastie vieille de 23 siècles. Dieu vivant. Élevé dans la langue et la tradition des samouraïs, ses précepteurs des généraux farouchement nationalistes, l'étiquette recommande de ne s'adresser à lui qu'avec stupeur et tremblement. À 21 ans, voyage en Europe. Pour la première fois de sa vie, il voit un billet de banque. De Paris, il gardera un souvenir, un ticket de métro. Et Hirohito accède au trône en 1926. Les prêtres baptisent son règne paix éclairée. En fait, c'est la période de l'expansionnisme militaire japonais. Complice et inspirateur des généraux d'extrême droite ou bien manipulé par eux, Hirohito laisse conquérir la Mandchourie, massacrer les populations en Chine, s'allie avec Hitler et Mussolini. C'est l'axe pour la conquête du monde. 1941, Pearl Harbor, la Deuxième Guerre mondiale. 4 ans plus tard, bombes atomiques américaines sur Hiroshima et Nagasaki. Foudroyé, le peuple japonais écoute l'empereur qui annonce la capitulation et le découvre humilié aux côtés du général MacArthur, triomphant et décontracté. MacArthur lui évite de justesse le tribunal pour crime de guerre contre l'abandon de tous ses pouvoirs. En 1946, le souverain renonce à son essence divine. 30 ans plus tard, il ira même jusqu'à visiter Disneyland. 62 ans de règne et une passion, la biologie marine. Hirohito, un symbole de paix pour le nouveau Japon qui possède désormais pour armes le travail, la technologie et la finance. L'actualité en France, c'est encore l'affaire Péchinet ce samedi. Quelques noms nouveaux sont apparus aujourd'hui dans le quotidien Le Monde. Personnes ou sociétés qui auraient bénéficié d'informations leur permettant d'acheter à bon compte des actions de la société américaine rachetée par Péchinet et de les revendre à meilleur compte encore. Aux 2 noms déjà connus des proches du président de la République, M. Mitterrand, et une société financière, selon le journal Le Monde aujourd'hui, il faudrait ajouter la société de bourse Manien Cordel et une charge d'agent de change luxembourgeoise, Petrus Securities, et enfin une société américaine, Drexel Burnham Lambert. L'affaire Canson n'a pas avancé hier soir, malgré une confrontation de plus de 10 heures entre la principale inculpée de captation d'héritage, Mme Penel, et celui qu'elle accuse aujourd'hui d'avoir tout organisé, Maître Lombard. Isabelle Staes. 0h30 ce matin, malgré la fatigue, Maître Lombard a le sourire. Il sort libre du cabinet du juge Bernard après 10 heures d'interrogatoire. Accusé par Joël Penel d'être l'instigateur de la captation d'héritage, la dernière confrontation semble avoir tourné à l'avantage de l'avocat marseillais.
Aucune de ces accusations n'a aujourd'hui trouvé le moindre fondement vérifiable. Il faut donc considérer que ces accusations sont aussi fragiles que le vent. Lors de son arrivée hier au palais de justice, Joël Penel avait une nouvelle fois clamé son innocence. Son avocat, Maître Vergès, affirmait quant à lui que l'instigateur de l'affaire était forcément un juriste. Certitude affichée hier soir, ce matin pourtant, le défenseur de Joël Penel avait perdu le sourire. Ma cliente, son rôle apparaît comme un rôle beaucoup plus modeste qu'on l'a dit, et beaucoup moins diabolique qu'on l'a dit. Elle est apparue, ainsi que le disait mon confrère, comme une dupe. Une dupe qui ne sait pas du tout ce qu'on a fait de l'argent que le gouvernement a versé pour son tableau. Le juge Bernard a bouclé cette nuit son travail sur l'instruction de cette affaire qui dure déjà depuis 2 ans. Muté à Lille, le magistrat rejoindra mercredi sa nouvelle affectation. C'est un confrère toulonnais qui hérite du dossier Canson. Oui, dernier élément à verser au dossier ce soir. La gendarmerie a présenté ce samedi 94 faux tableaux, dont un Renoir, peint par la principale inculpée dont on vient de parler, Madame Penel. Tableaux qui ont été présentés au juge d'instruction Jean-Pierre Bernard. Tremblement de terre dans le sud-ouest de la France hier soir à 20h33 très exactement et pendant une quinzaine de secondes des Pyrénées à la limite des Bouches-du-Rhône. Pas de blessés ni de dégâts apparents, mais tout de même une secousse qui a été ressentie principalement dans les Pyrénées près de Bagnères de Bigorre et qui prouve que la France n'est pas à l'abri de tels phénomènes. Dominique Verdier. De très légères fissures des résidences de vacances, des pans de murs qui ont quelque peu joué, des enfants évacués par précaution, ce sont les rares conséquences de la secousse tellurique d'hier soir à la station de ski La Mongie, près de Bagnères de Bigorre, zone épicentrale de ce mini tremblement de terre dont les effets ont été ressentis dans tout le sud-ouest du pays. Eh bien, comme un grand boom, comme une explosion, j'ai cru que c'était une avalanche. Ce qui m'a le plus étonné, c'est le bruit avant. J'ai crié, je suis sorti dehors. J'ai pensé que c'était un avion qui passait le mur du son. Je croyais qu'il y avait quelqu'un dans la maison, moi. Une secousse qui n'a donc rien à voir avec celle qui avait détruit en partie le village d'Arrête en 67 dans les Basses-Pyrénées. Néanmoins d'une magnitude de 4,5 sur l'échelle de Richter qui en compte 9, elle inquiète les sismologues pour qui la région de la Mongie est considérée zone rouge. Ce qu'on a enregistré hier, c'est une secousse suivie de toutes petites secousses de magnitude beaucoup plus faible pendant 1 heure. Et depuis, rien du tout. Néanmoins, on ne peut pas exclure que d'autres secousses de magnitude du même ordre puissent intervenir dans les jours qui viennent. Comme on ne peut pas savoir si la magnitude sera plus importante ou moins importante? Il y a néanmoins toute raison de penser que la magnitude sera du même ordre ou plus faible. Les sismographes se sont également légèrement affolés dans les environs de l'Etna, dont l'activité actuellement s'accroît, ainsi qu'en Suisse avec une amplitude de 3,8. Une région où la terre tremble en moyenne une dizaine de fois par an. La politique française, élection municipale, Pierre Jox, le ministre de l'Intérieur, demande une enquête sur les révisions de listes électorales à Paris. La municipalité de Jacques Chirac est en effet accusée d'avoir inscrit sur ces listes plusieurs centaines de personnes habitant en fait en banlieue et de les avoir domiciliées dans les quartiers les plus menacés de Paris, c'est-à-dire dans l'est de la capitale. Un communiqué de la mairie de l'hôtel de ville ce soir juge cette démarche du ministre de l'Intérieur intempestive et inspirée par des motifs partisans dans la mesure où, dit ce communiqué, les décisions d'inscription ou de radiation relèvent de commissions composées à part égale de représentants de la justice, de la préfecture et de la municipalité. Affaire à suivre donc. L'organisation écologiste Greenpeace refait parler d'elle. Elle veut empêcher la construction par la France d'une piste d'atterrissage dans l'Antarctique, au pôle sud. Cet aérodrome s'inscrit en effet dans le cadre d'une décision internationale visant à développer les ressources minières énormes de cette région. Mais les écologistes de Greenpeace et d'autres spécialistes, comme le célèbre commandant Cousteau, estiment que cette industrialisation de la banquise risque de déstabiliser l'équilibre naturel de toute la planète. Jacques Violet. Lorsqu'il a débarqué pour la première fois sur ce continent immaculé, Cousteau s'est retourné pour regarder ses pas dans la neige. Et il a ressenti une certaine honte pour avoir oublié de nettoyer les semelles de ses chaussures. L'Antarctique, un continent blanc, un désert glacé centré sur le pôle sud, à 1000 km de l'extrême pointe de l'Amérique du Sud et 2005 de l'Australie. Sa surface, de 12,5 millions de kilomètres carrés, soit près de la surface de l'Europe, est le plus souvent recouverte d'une énorme coupole de glace
de 2 km d'épaisseur. Tout autour du continent circulent des icebergs géants arrachés au rivage. Intérêt stratégique d'abord, politique, puis économique. Cette terre glacée du bout du monde a toujours excité les convoitises. En 1943, 7 pays se sont partagés ce continent comme un gâteau. En 1959, le traité de l'Antarctique est signé, les confrontations s'estompent. Le continent doit être consacré exclusivement à des activités pacifiques, c'est-à-dire scientifiques. Mais le club de l'Antarctique s'agrandit, de nouveaux pays arrivent et tous installent des bases permanentes. Soviétiques, Américains, Australiens, Japonais et Français travaillent très activement. Depuis 30 ans, les choses se sont plutôt bien passées, même si les scientifiques polluent quelque peu ce désert blanc. Mais depuis quelques mois, 33 pays ont signé une convention ouvrant le continent à une exploitation des ressources minières, charbon, pétrole ou uranium. Les missions de la Calypso et les hommes de la Fondation Cousteau ont observé la faune et la flore. Ils ont filmé les manchots, les phoques, les orques. Ils ont plongé sous les icebergs. Mais ils ont aussi remarqué une extrême fragilité de ce continent due à la simplicité de ses écosystèmes. Aujourd'hui, le commandant Cousteau alerte le monde entier. Il faut s'opposer à tout prix à la ratification de cette convention qui autoriserait l'exploitation des richesses. C'est une convention, j'allais presque dire criminelle, mais en tout cas stupide, et qu'il faut absolument arrêter. Et pour arrêter, il faut que on lance un mouvement pour convaincre les représentants du peuple de ne pas ratifier cette convention. Et il suffirait que 4 ou 5 pays refusent de ratifier pour que la convention n'aboutisse pas. Parce que dire aux mineurs, allez, on va vous permettre d'aller là-dedans, mais soyez bien propres, faites attention, le continent est fragile. Il ne faut pas connaître les exploitations minières pour dire des choses pareilles. En plus, avec les tempêtes, on a vu ce qu'en mer du Nord, les plateformes pétrolières peuvent faire. Or, une marée noire dans l'Antarctique serait une catastrophe. La mobilisation commence pour essayer de sauver ce continent encore presque vierge. Greenpeace, par exemple, a installé une base depuis 2 ans et visite régulièrement les installations des pays. Cette organisation mène en ce moment une action contre la construction d'une piste d'atterrissage de plus d'1 kilomètre à la base française du Mont d'Urville. Les travaux commencés en 82 et 83 continuent. Il faut raser plusieurs îlots, dynamiter des roches, construire une digue. Mais la piste française n'est pas un cas isolé. D'autres nations contribuent à la dégradation de l'unique et fragile environnement antarctique. Oui, à partir de demain, dimanche après-midi, Antenne 2 diffusera 4 émissions spéciales consacrées à l'Antarctique par le commandant Cousteau et toute son équipe. Voilà un dossier qui va rappeler bien des choses aux moins jeunes et en apprendre aux plus jeunes. Le Châtelet, sans doute le théâtre de Paris ou de France même le plus célèbre dans tout le pays, car ses spectateurs sont autant provinciaux que parisiens. Le Châtelet, débaptisé puis rebaptisé et qui faillit en son temps devenir, comme beaucoup d'autres théâtres, un parking, n'est plus aujourd'hui sur une voie de garage. Il est relancé cette saison. L'occasion pour nous de refaire l'histoire de ce théâtre qui abrita les plus grands noms de la danse, puis de l'opérette, des ballets russes à Luis Mariano. Claude Crespo, Michel Levasseur. En 1862, il est le plus beau théâtre de Paris, style Renaissance italienne. On peut y voir tous les divertissements populaires, pièces militaires, vaudeville, mélo, féerie, et même à son origine un cirque, avec un vrai manège. Dans le programme d'alors, des jeux bien sûr, mais aussi du pain. La claque et la figuration, souvent, étaient assurées par les clochards des Halles, parce que n'oublions pas c'était le quartier des Halles, le ventre de Paris était aux portes du Châtelet. Et on les ramassait tant bien que mal pour un sandwich ou quelques sous, comme ça. C'est pour vous dire quelle pouvait être l'ambiance des représentations, avec le répertoire traditionnel. Moins traditionnel, un des sommets du Châtelet en 1909, les ballets russes. Diaghilev, entrée du cubisme dans l'art du ballet, Apollinaire invente le mot surréalisme, et Nijinsky s'envole vers les sphères éthérées de la folie. L'art du lyrique n'est pas oublié. Chaliapine triomphe avec Boris Goudounov et Toscanini dirige Enrico Caruso. 1928,
Arrive Maurice Lehmann, la recette de cet ancien acteur, ne pas oublier Bézique ou Lorgnon et acclimater les succès de Broadway. Dès mon arrivée, je me suis dit qu'il fallait renouveler un petit peu le genre du Châtelet, et j'ai monté Showboat. Showboat était une opérette américaine qui s'est appelée Mississippi. L'opérette est donc née, ainsi qu'une collaboration fructueuse avec des signatures célèbres, Wilmetz et Moësi-Éon pour Nina Rosa, 710 représentations, Autant des merveilleuses, et dans l'équipe de Lehmann arrive alors de la froide Russie le décorateur RT qui signera également décors et costumes de Yana. Avec moi, il a toujours été charmant. Mais je dois vous avouer que même les gens qui étaient réputés d'avoir un caractère impossible ont été charmants avec moi. Nouvel âge d'or après la Libération avec cette œuvre où Mariano chante pour la première fois du Francis Lopez. Il a permis de créer ce nouveau genre qui s'est implanté en France, qui s'appelle l'opérette à grand spectacle. Mexico, Mexico, tout au soleil qui chasse, le temps paraît de recours pour goûter au bonheur de chaque jour. Une idole aînée qui fascinera, envoûtera même cette ouvreuse qui a 40 ans de Châtelet derrière elle. Il y avait des scènes, des distilleries aux portes pour le voir. Il y avait des gens qui venaient chaque semaine. Ce spectacle sera joué 905 fois. 1967, Marcel Lamy remplace Lehmann. Il fait appel à l'équipe Lopez-Mariano pour Le Prince de Madrid. Mais avec la disparition de la star, les difficultés commencent. 71, échec de W, une comédie musicale. 1972, Francis Lopez prend les rênes du théâtre et lance un nouveau ténor, José Todaro, en appliquant les recettes immuables de l'opérette, le merveilleux, le lyrisme, du rire et une bonne musique. En 15 jours, Gypsy est écrite. Avec Gypsy, le Châtelet a gardé sa vocation de l'opérette. On disait qu'il n'y avait personne qui venait, et puis pendant 3 saisons, il y a eu au moins 3000 personnes à chaque représentation qui venaient. Et vous savez, après le décès de Mariano, que le Châtelet allait devenir des garages. Et à l'église, on fait la messe, dans un stade de football, on joue le football, à l'Opéra de Paris, on joue l'opéra, au Châtelet, il faut faire l'opérette. 1979, la ville de Paris récupère le Châtelet pour en faire le théâtre musical de Paris avec un lifting coûteux 2,3 milliards. En 85, Black and Blue, un spectacle monté par Stéphane Isner. 3 ans plus tard, il devient le plus jeune patron du Châtelet avec pour politique un œcuménisme élitiste. Chaque année, une grande saison symphonique, une grande saison musicale avec un thème qui est développé comme cette année avec une intégrale Gustave Mahler. Deuxième axe, les productions lyriques. Chaque année, 3 ou 4 productions lyriques produites par le Châtelet, mais qui ont cette particularité d'être ensuite exportées. Troisième axe, les grands spectacles grand public, je dirais, c'est-à-dire ce qui était un peu l'opérette d'avant et qui aujourd'hui a été un peu transformé sous le label de la comédie musicale. La boucle est bouclée, voilà qui n'aurait pas déplu à Luis Mariano. Aïe, aïe, aïe. Voilà, sport pour terminer. Très dur, la décision prise cet après-midi sur le rallye Paris-Dakar par le responsable de l'écurie Peugeot, Jean Todt. La victoire ne pouvant échapper en effet à une voiture de sa marque, il a décidé de tirer au sort en lançant tout simplement une pièce en l'air pour savoir lequel de ces deux pilotes, Vatanen ou le Belge Jackie X, devait l'emporter. Patrick Naff. Vatanen ou X, quel que soit le pilote, le Dakar se résume à un duel entre Peugeot
et Peugeot, donc une victoire à coup sûr. Eh bien pas du tout, Vatanen a encore effectué un tonneau dans la spéciale Niamey Gao, tout cela pour rattraper Jackie X, son coéquipier. À ce jeu-là, les machines souffrent tellement que Jean Todt, le patron de l'équipe Peugeot, craint qu'aucune de ses voitures ne finisse la course et qu'une écurie concurrente comme celle de Patrick Tambay ne retire les fruits d'un duel fratricide. Jean Todt devait désigner le pilote numéro 1, choix déchirant. En fait, c'est une pièce de monnaie qui a fait le choix, ce sera Vatanen. Moralité, s'il y a 2 Peugeot en tête à Dakar, X sera deuxième. 10 000 km de risque insensé à pile ou face, c'est fou, non? Eh oui. Il y avait un tiercé cet après-midi, vous allez voir les résultats s'inscrire sur votre écran. Pour gagner, il fallait jouer le 13, le 18 et le 17. Les rapports, vous les lisez. Et vous avez également un quarté, vous ajoutez le 10 et ça rapporte un petit peu plus, 4 156 francs et 80 centimes. Voilà, ce journal est terminé. Je voudrais, avant de nous quitter, vous rappeler que tout de suite après le générique, il y a bien sûr José Blanc-Lapierre avec ses prévisions météo, Philippe Gassot aux environs de 23 h, et puis bien sûr, juste avant cela, Champs-Élysées avec Michel Drucker. Et juste avant de nous quitter, je voudrais vous présenter un tour de force. C'est une édition spéciale de Paris Match qui a été réalisée aujourd'hui. L'empereur Hirohito est mort la nuit dernière, réalisée aujourd'hui par nos confrères de Paris Match et qui sera en vente dès lundi matin dans les kiosques. Un beau tour de force, donc bravo à nos confrères de ce magazine. Voilà, journal terminé, bonne soirée sur notre chaîne, bon dimanche, on se retrouve demain à 13 h. Bonsoir.